BFM Business, BFM Crypto, le club. Nos trois experts pour parler crypto, en effet, Raphaël Bloch, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Dit El Gringo, puisqu'il nous revient d'Argentine. Rémi Bourgeot à nos côtés aussi. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Économiste, chercheur associé à l'IRIS. On va aborder ensemble les enjeux géopolitiques autour des cryptos. Et Rodolphe Stéphane nous accompagne pour mesurer leur potentiel. Bonjour Rodolphe. Bonjour Guillaume, bonjour On à est tous. ravi Rodolphe de vous retrouver également. Vous êtes analyste pour Interactive Trading. Que pensez-vous techniquement actuellement des signaux que nous envoient les cryptos, Rodolphe ? Alors d'abord, je vais faire un petit point sur l'ensemble de la classe d'actifs des crypto-monnaies. Donc je ne vais pas vous cacher que l'ambiance reste morose depuis quelques semaines sur l'ensemble des actifs risqués, et plus particulièrement notamment les crypto-monnaies. Et en fait, ce risk-off, il a entraîné une certaine contamination de la tendance journalière qui était déjà baissière aux plus grandes unités de temps, telles que le mensuel. Pour ma part, je restais vraiment positif sur cette classe d'actifs pour l'année 2022, notamment tant que ces grosses unités de temps et la tendance mensuelle restaient haussière. Le risk-off, tous les éléments négatifs ont fait et ont provoqué une dégradation de cette tendance. Et pour ma part, il faut le dire également, j'y ai laissé des plumes. Et je conserve actuellement des investissements long terme en perte, notamment certaines cryptos que j'avais évoquées avec vous sur le plateau ici. Donc que ça soit Atom, l'Ethereum, ou NIR encore, ou même GLD. Et donc, grosso modo, pour ma part, j'ai pris en compte ces pertes. Et on voit bien dernièrement que même si on a eu un rebond technique de 10-15% qui s'est opéré, les cryptos majeurs ont été encore une fois incapables de casser leur première résistance technique, à savoir grosso modo les 33 000 sur le Bitcoin et les 2 000 sur l'Ethereum. Et donc, on n'a pas d'éléments majeurs ou de catalyseurs actuellement qui feraient revenir de manière massive les investisseurs. Et on a l'impression que depuis l'affaire Luna, l'écosystème des cryptos a vraiment du mal à reprendre ses esprits et à repartir de l'avant, contrairement finalement au marché traditionnel, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur le CAC 40, qui ont repris un peu plus de vigueur. On rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas besoin. Je bafouille beaucoup aujourd'hui. Donc n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, en gros, sur les cryptos qui restent des actifs très spéculatifs. Alors on va rentrer dans le détail. Bitcoin, Ether, quel est le potentiel technique pour la suite ? Le Bitcoin actuellement rôde toujours autour des 30 000 $, Rodolphe. Tout à fait, Guillaume. Alors, on a deux planchers, que ce soit sur l'Ethereum ou Bitcoin, très importants, qui sont toujours d'actualité et qui restent pour l'instant, heureusement, et c'est pour ça qu'il faut quand même rester positif, défendus par les acheteurs face à la tendance journalière qui est relativement toujours baissière. Ces seuils sont toujours les 28 000, la zone des 28 000, 29 000 sur le Bitcoin et les 1700, 1800 sur l'Ethereum. Si ces seuils tiennent, pour ma part, je le souhaite, notamment pour mes investissements long terme, il faudrait s'extraire dans un premier temps par le haut. Donc, il faudrait casser à nouveau à la hausse les 33 000 sur le Bitcoin et les 2 000 $ sur l'Ethereum pour freiner toutes ces velléités vendeuses et apercevoir une première grosse éclaircie sur le marché. Mais c'est surtout, pour ma part, au-dessus des 36 000 sur le Bitcoin et des 2005-2006 sur l'Ethereum qu'on pourrait vraiment voir s'opérer un changement de tendance et un retour des investisseurs de manière un peu plus importante sur les crypto-monnaies. À l'inverse, si les 28 000 sur le Bitcoin et les 1700 sur l'Ethereum cassent, je le redis, je préfère pour ma part rester positif et croire à un rebond sur ces plus bas qui correspond au même plus bas que tout l'été dernier, mai, juin, juillet 2021. À l'inverse, on pourrait aller chercher les supports d'en dessous, à savoir les 24 500 sur le Bitcoin et les 1400 sur l'Ethereum. Mais je préfère privilégier le scénario de sortie par le haut avec un côté positif progressivement qui reviendra sur la classe d'actifs des crypto-monnaies. Rodolphe Stéphane, trader pour Interactive Trading avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, Rodolphe, de nous avoir accompagnés comme régulièrement dans le club BFM Crypto. À quelques jours maintenant de la fin de la campagne de déclaration des revenus, Raphaël, vous publiez avec The Big Whale une enquête sur la façon avec laquelle le fisc est en train de surveiller les cryptos contribuables. Comment ça se passe ? Écoutez, effectivement, on a décidé en fait de faire cette enquête parce qu'il reste quelques jours aux Français pour déclarer à la fois leur compte et également leur plus-value. On insiste bien sur ces deux dimensions. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les choses évoluent assez vite concernant le fisc qui a mis en place en fait progressivement des instruments qui lui permettent aujourd'hui d'être aussi efficace en fait concernant les détenteurs de crypto que justement ceux qui détiennent par ailleurs lambda, les placements. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on part du compte bancaire et en fait le fisc va regarder tout bêtement deux choses, à la fois les virements qui sont en fait effectués par les plateformes soit françaises, soit étrangères. Les plateformes françaises vont déclarer directement au fisc que vous avez eu des virements. Pour les plateformes étrangères, aujourd'hui, il n'y a pas
en fait d'obligations, mais les choses vont évoluer au fur et à mesure. Et puis il y a aussi un deuxième point qui est intéressant, c'est finalement les montants anormalement, enfin voilà, les versements inhabituellement élevés, qui aussi peuvent éventuellement déclencher une sorte de petite alerte sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que je risque si je ne déclare pas mes cryptos et mes revenus associés aux cryptos? Alors, pas mal de choses. La première chose, c'est que si vous ne déclarez pas votre compte de crypto, c'est 750 € d'amende par compte. L'amende est doublée si vous avez un solde supérieur à 50 000 € sur votre compte bancaire. Et puis, la deuxième chose, c'est que sur les plus-values, si on remarque que vous avez été d'une particulière mauvaise foi, vous vous exposez en fait à une pénalité pouvant aller jusqu'à 40% en fait du montant de la plus-value. Ah, quand même. Et les moyens de contrôle ont beaucoup évolué ces dernières années pour traquer justement les crypto-contribuables? Ouais, et en fait, c'est un peu le cœur de notre enquête. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un service que les Français connaissent peu, qui est la Direction générale d'enquête fiscale, enfin Direction nationale d'enquête fiscale. Et en fait, ce service qui est rattaché directement au fisc dispose d'équipes d'enquêteurs qui vont donc aller regarder à chaque fois ce que les contribuables détiennent. Sauf qu'aujourd'hui, cette équipe est en plus dotée d'experts sur les sujets crypto, donc ils sont en fait capables de connaître et de détecter un peu les montages et les procédés qui sont utilisés par des contribuables pour potentiellement échapper au fisc. Donc voilà, donc ça c'est un élément assez intéressant et dont on parle beaucoup dans notre enquête. Un regard là-dessus éventuel, Rémi, sur la traque du fisc vis-à-vis des crypto-contribuables. Il est dans son rôle en même temps. C'est pas étonnant. On voit aussi au niveau des réglementations en général, au niveau européen, au niveau national, qu'il y a une adaptation, ça prend du temps et les crypto-actifs évoluent très vite aussi, donc c'est difficile de suivre exactement. Mais on a aussi quand même une certaine clarté sur l'environnement, les plateformes. Donc c'est vrai que par rapport à l'idée un peu générale de crypto complètement intraçable et anonyme, là on voit bien, on a ces grandes plateformes et les États Mais justement, parce qu'on parle des grandes plateformes, mais si j'investis à travers un wallet, ça échappe complètement au fisc, ou sur ce point aussi, le fisc a des moyens de me traquer? Ça, c'est alors pour le coup un sujet sur lequel on continue de travailler. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des cryptos sur un wallet, alors ce n'est pas comme une plateforme, parce que les plateformes sont enregistrées. Donc par exemple là, Binance, qui est le géant chinois, enfin d'origine chinoise, qui vient de s'enregistrer en France comme PSAN. Eux, pour le coup, ils vont avoir une relation avec le fisc et effectivement, ils vont transmettre à la demande du fisc des informations concernant les propriétaires de crypto. Là, effectivement, où c'est différent, c'est que quand vous avez un wallet, finalement, vous êtes propriétaire des crypto-monnaies, mais vous ne passez pas par ces acteurs régulés. Et donc, en fait, vous devez déclarer cet argent, mais pas forcément, justement, la détention du wallet en question. Voilà. En fait, c'est plus votre patrimoine détenu en crypto, mais pas le wallet en question. Alors que pour les plateformes, vous devez déclarer un compte. Bon, on a à peu près tout dit, Raphaël. Ouais. Et donc le détail à suivre en consultant votre média, The Big Whale. Exactement. On peut s'abonner. Exactement. Et pour ceux en fait qui auraient des questions sur ces sujets, là on lance aujourd'hui en fait un Discord pour The Big Whale et lundi matin en fait on fera la première conférence de rédaction et on reviendra sur les questions en fait les lecteurs et les auditeurs pourraient avoir sur l'enquête qu'on a réalisée aujourd'hui. La grosse baleine The Big Whale continue de grossir. Comme cet univers crypto, même si c'est un peu dégonflé, les cours en tout cas ces dernières semaines. Rémi, les banques centrales d'ailleurs tirent sur l'ambulance des cryptos en ce moment, les cryptos en difficulté, mais elles tirent sur l'ambulance sans proposer d'alternative réelle. Et pendant ce temps, la Chine, elle pousse ses pions avec son yuan numérique, on va en parler. Et vous allez nous donner votre avis sur tout ça. D'abord, les banques centrales, les autorités monétaires qui multiplient les signes d'inquiétude vis-à-vis des cryptos. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on doit réagir à ça? C'est assez logique, elle voit le potentiel risque systémique, alors pas forcément aujourd'hui avec la taille du marché, surtout qu'il a diminué récemment, mais on voit les grandes institutions financières, les grands acteurs du secteur financier qui se sont vraiment investis dans le monde de la crypto et en plus qui utilisent des outils de levier. Donc on voit quand même beaucoup de choses qui évoquent la montée vers les grandes crises financières. Donc là, on n'y est pas pour les cryptos, on n'est pas au stade systémique, mais on voit des outils financiers qui sont développés, qui
quand même encourage les banques centrales à tirer la sonnette d'alarme. Alors, l'élément manquant dans le discours, c'est quand même la façon dont les banques centrales ont contribué à cette dérive, aux bulles aussi, avec cette inondation monétaire face à la pandémie, face au confinement. Donc, on peut comprendre la logique, mais il faut aussi prendre ça en compte pour comprendre comment le marché des cryptos est entré dans cette surchauffe, avec en particulier les outils, les produits les plus problématiques, certains NFT. Donc ça, c'est un élément un peu manquant. Ensuite, la principale inquiétude des banques centrales, c'était la concurrence des stablecoins. Donc ça date des annonces de Facebook à l'époque sur ce qu'on appelait le Libra, ce qui a finalement été rebaptisé et puis abandonné. Et donc c'était une concurrence aux monnaies officielles, au niveau des pays développés et dans les pays émergents aussi, pour détenir de grandes monnaies stables. Donc le discours des banques centrales s'est centré là-dessus, et à ce moment-là, on a commencé à développer ces projets de monnaie numérique de banque centrale. Oui, mais ce qui est frappant, c'est que les dites banques centrales que vous citez, notamment la BCE, la Fed, mais pas qu'elle, critiquent, elles tirent sur l'ambulance des cryptos, comme vous dites, sans vraiment encore passer à l'action sur leur propre devise numérique. Oui, alors en fait, elles reculent plutôt. Là, c'est ce qu'on voit ces derniers mois. C'est très marqué aux États-Unis. Et on a quand même une grande confusion, parfois une mauvaise foi aussi dans certains discours. Alors, il y a un fond de vérité. Il y a beaucoup de gens se demandent, mais au final, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Surtout à partir du moment où on veut limiter la détention de ces monnaies digitales de banque centrale. Quelques milliers d'euros, de dollars, typiquement. Donc ensuite, on dit, mais en quoi ça va changer le système? Ça change, effectivement, s'il n'y avait pas ces limites-là, on irait vers un lien plus direct entre acteurs économiques et banque centrale, avec les acteurs économiques qui détiendraient une créance directe sur la banque centrale, comme l'argent liquide, mais là sous forme numérique. Donc ça n'est pas négligeable d'un point de vue qualitatif, mais ensuite pour les utilisateurs, ça ne fait pas une différence révolutionnaire, effectivement. Et ensuite, il y a effectivement des inquiétudes du secteur bancaire qui tire sans hésitation sur ces projets-là. Et les hésitations, les craintes du secteur bancaire vis-à-vis de ces devises numériques de banque centrale, justement, sont une des explications au fait que la Fed, la BCE, finalement tardent à lancer leur propre devise numérique. Aux États-Unis, c'est vraiment très marqué. On a eu un discours quand même très hostile de la part du secteur bancaire, bien qu'il soit censé être inclus, jouer un rôle d'intermédiaire. Il ne s'agirait pas que chaque citoyen détienne un compte auprès de la Fed. Donc ça passerait par les banques, mais c'est quand même une logique concurrente à celle de la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui, qui est essentiellement émise par les banques commerciales, par l'activité de prêt qui crée cet argent qui est prêté ex nihilo au moment du prêt. Raphaël. Mais non, mais c'est en réalité l'un des points, et même peut-être le point fondamental concernant les monnaies numériques de banque centrale, c'est que les banques centrales doivent à la fois avancer sur ces projets parce que les crypto-monnaies se développent, et en même temps, il ne faut pas trop braquer les banques commerciales parce que la création d'une monnaie numérique de banque centrale vient un peu court-circuiter les banques commerciales qui sont aujourd'hui, quand même qu'on le veuille ou non, un maillon essentiel du système financier. Et donc, si vous lancez ces monnaies numériques de banque centrale, vous allez contourner et avoir un lien direct avec le citoyen. Donc, il faut gérer en fait, à la fois la croissance du marché des cryptos et en même temps j'allais dire l'impatience et la méfiance en fait des banques commerciales au sujet des crypto-monnaies, parce qu'elles savent très bien que les monnaies numériques de banque centrale seraient une menace directe pour elles. Ouais, parce que d'un côté, on critique l'idée même en disant mais ça ne va pas changer grand-chose que les ménages puissent détenir quelques milliers d'euros ou de dollars en monnaie digitale de banque centrale, et en même temps on voit bien qu'il y a un changement de logique derrière. Ça renvoie des débats qui ont un siècle, qui remontent à la Grande Dépression sur la quantité de réserves derrière les dépôts bancaires. Donc il y a un vrai sujet qui fâche derrière en réalité, et on voit finalement d'autres pays qui, eux, avancent un peu plus vite. Accélère la Chine. La Chine qui a déjà fait pas mal d'expérimentations. La Russie qui voit ça comme un moyen potentiel d'autonomie monétaire face aux sanctions. Mais là aussi, c'est un peu exagéré pour le coup. C'est-à-dire que ces pays qui sont en avance sur l'Europe et sur les États-Unis dans leur devise, la constitution d'une devise numérique, vous évoquiez la Russie, la Chine, ces pays
alors certes sont en avance de ce point de vue, bravo, mais en même temps surestiment le super pouvoir que pourrait leur conférer leur devise numérique. Là où c'est un super pouvoir, c'est dans le contrôle des populations quand même. Genre, ça dépend comment la monnaie numérique est conçue, évidemment. Voilà, ça dépend quelle monnaie numérique. Dans le numérique. cas chinois, il est évident que ça permet un traçage des transactions sans précédent. Quoi qu'en fait, ça fait une différence radicale dans le fond. Mais ça peut être conçu vraiment dans ce sens-là. Donc sur ce point, oui, c'est un super pouvoir. Une devise numérique de banque centrale constitue un super pouvoir pour le contrôle des citoyens. Et on peut comprendre, pour le Parti communiste chinois qui a une appétence particulière. Oui. Et ensuite, il y a cette idée d'émancipation face au dollar, mais dans le cas russe, par rapport aux sanctions, on cite énormément ça en disant qu'il y a une sorte de modèle alternatif qui se constitue, de non-aligné, mais c'est quand même assez surjoué, parce qu'on voit bien du coup aussi avec le rôle des grandes plateformes pour parler pour le fisc, mais ça s'applique aussi en fait au contrôle, disons dans des crises géopolitiques. Ces grandes plateformes aussi sont directement sous le contrôle, elles sont aussi concernées. Donc vous dites les devises numériques de banque centrale en revanche ne sont pas l'alternative que l'on peut rêver au dollar, ne vaut pas constituer une concurrence forte au dollar. C'est pas un moyen d'échappement aux sanctions. Je pense que c'est pas sérieux sur ce point. Et elles ne vont pas, ces devises numériques de banque centrale, dédollariser le monde. Alors pour autant, si ces pays développent vraiment des systèmes très efficaces de monnaie digitale, de paiement, de réserve de valeur, alors à ce moment-là, ça peut effectivement les faire avancer vers une dédollarisation. Mais dans tous les cas, on revient à un problème ancien fondamental qui est la confiance réciproque dans les monnaies. Quand un pays accepte de commercer avec la Chine en yuan, c'est qu'il accepte aussi de recevoir des paiements et de payer en yuan. Et donc ça pose des problèmes qui dépassent simplement les technologies monétaires sous-jacentes. Il y a un troisième super pouvoir qu'on présuppose aux devises numériques de banque centrale, c'est qu'elles permettraient d'échapper à l'extraterritorialité du droit américain lié au dollar. Est-ce que, oui, le yuan numérique permettra à la Chine d'échapper à l'extraterritorialité américaine? Les sanctions américaines se sont beaucoup centrées sur l'usage du dollar. Et finalement, on a vu pas mal de pays, notamment l'Iran, il y a quelques années, vouloir contourner justement l'usage du dollar. Mais finalement, les mesures américaines, le droit américain s'est adapté en disant ce n'est pas vraiment une question du dollar. Et finalement, ils imposent leurs sanctions, même au-delà de cette question-là. C'est là où finalement, on a quand même un rouleau compresseur aussi. Et ce n'est pas juste la question de l'usage du dollar. Et en plus, des alternatives numériques ne présentent pas une alternative. Une différence marquante, décisive. Mais plus fondamentalement, la monnaie n'est qu'une modalité en fait, de la puissance juridique américaine. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment par le droit et donc en partie via la monnaie, mais pas que les Américains arrivent à imposer des sanctions un peu partout sur la planète. Merci à tous les deux. Merci. Le Club BFM, ce qui est sympa dans cette thématique, c'est qu'on refait le monde, mais vraiment au sens propre, en permanence. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS, donc. Raphaël Bloch, rédacteur en chef et cofondateur avec Grégory Raymond de The Big Whale, le nouveau média crypto auquel chacun peut s'abonner. Et puis on remercie aussi Rodolphe Stéphane qui nous accompagnait pour Interactive Trading. On va continuer de parler des marchés, de la bourse, des marchés traditionnels jusqu'à 18h. On vous accompagne chaque jour pendant 3 heures sur BFM Business.